Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview. Nous aurons le plaisir de recevoir Marion Papillon, présidente du comité professionnel des galeries d'art. Nous tenterons de comprendre avec elle quels sont les grands chantiers ou les grands enjeux cette année du comité professionnel donc des galeries d'art. Et enfin, dans la troisième partie de cette émission, dans Enjeux patrimoine, nous reviendrons sur cette déclaration des revenus touchés en 2022 puisque celle-ci s'ouvre aujourd'hui, le jeudi 13 avril. Nous en parlerons donc dans un instant avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocats. A tout de suite dans Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors Sybille, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors la semaine dernière déjà, je vous parlais de l'œuvre La Madone de Brando. Cette œuvre qui a été réalisée en 1500, qui a été créée pour un couvent situé en Corse. Et la Corse a estimé que cette œuvre appartient au domaine public puisqu'elle se trouvait dans ce couvent. Elle a obtenu le retrait de ce retable d'une vente sur décision du ministère de la Culture. Et la vente devait avoir lieu fin mars. Et donc elle a été annulée alors qu'elle était menée par Debec et associés. Mais la maison de vente a justement réagi et vivement réagi. Oui, alors selon leur recherche, le tableau provient du couvent Saint-François de Brando, désaffecté et puis abandonné après la Révolution. La maison de vente précise que c'était l'époque du Concordat, donc c'est-à-dire un traité qui organise les relations entre l'État et l'Église au tout début du XIXe siècle. Selon un décret, les biens provenant d'églises encore en fonction tombent dans le domaine public. En revanche, les biens d'églises qui ont été supprimés, qui ne sont pas en fonction, ont été affectés à des paroisses qui peuvent donc les revendre pour se procurer des ressources. Le tableau aurait donc été revendu dans ce cadre-là à une famille lyonnaise. Et l'étude de Debec et Associés conserve aujourd'hui le tableau comme séquestre en attendant que le litige soit résolu. À suivre donc j'imagine avec vous sur les prochaines semaines. Sybille, autre sujet et autre actualité du monde de l'art cette semaine, la collection d'Alain Delon est en vente. Oui, elle est en vente aux enchères par la maison Cornette de Saint-Cyr qui appartient depuis une petite année à Bonhams, qui se charge de la vente. C'est 60 ans de collection qui font d'abord un peu le tour du monde avant d'être vendus à Paris le 22 juin. On estime le résultat de la vente entre 4 et 5 millions d'euros. Et alors, quelles sont les œuvres phares que l'on va pouvoir découvrir au sein de cette vente, Sybille ? Alors, il y a environ 80 œuvres d'art, des dessins de la Renaissance italienne, des dessins de grands maîtres français du 19e siècle. Dans les œuvres phares, on retrouve une œuvre de Paolo Cagliari qui est dit véronaise, Saint-Georges terrassant le dragon à la plume et à l'encre, une estimation entre 40 et 60 000 euros. Une huile sur toile de Camille Corot qui s'intitule Gênes les Apennins, estimée entre 100 et 150 000 euros. Cheval arabe attaché à un piquet qui a été réalisé par Eugène Delacroix, une estimation entre 400 et 600 000 euros. Et puis une œuvre de Raoul Dufy réalisée en 1906, La plage de Sainte-Adresse, estimée entre 600 et 800 000 euros. Et enfin, Sybille, justement, enfin 100% des lots qui ont été vendus pour la vente consacrée à Marc Chagall. Oui, alors qu'en ce moment, il est question de peut-être démonter l'œuvre de Marc Chagall qui orne la coupole du Palais Garnier. Eh bien, les œuvres de ce peintre ont plus que jamais la cote. Une vente a été organisée par Christie's qui s'intitulait Chagall et la musique et ce fut un succès. 100% des lots ont trouvé preneur avec un résultat de plus de 5 millions d'euros, soit plus du double de l'estimation haute. Parmi les 50 lots, 2 œuvres ont été présentées par le Musée national Marc Chagall à Nice et l'œuvre phare, Orphée, maquette définitive pour la mosaïque de la maison John Neff, a été vendue pour 378 000 euros. Merci pour ces actualités donc, du monde de l'art, Sybille. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Marion Papillon. Bonjour Marion Papillon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes galeriste, mais vous êtes également présidente du comité professionnel des galeries d'art. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les grands chantiers donc, du comité professionnel des galeries d'art ensemble. Peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient ce comité, quelles sont les grandes missions ou la grande mission du comité professionnel des galeries d'art ?
Alors d'abord, le comité professionnel des galeries d'art représente plus de 320 galeries sur l'ensemble du territoire. Donc c'est un nombre d'acteurs relativement important. Et on va des antiquaires jusqu'à l'art contemporain. Donc ça veut dire qu'on représente une très grande diversité d'acteurs. Des petites galeries, des moyennes galeries, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les méga-galeries. Et puis plus récemment, on accueille aujourd'hui, en tout cas les nouvelles galeries étrangères qui s'installent notamment à Paris, adhèrent très vite au comité puisqu'elles se rendent compte de l'utilité d'appartenir à cette organisation professionnelle, puisqu'on est donc une organisation professionnelle, c'est l'équivalent un petit peu d'un syndicat, on peut le dire. Vous défendez les intérêts des galeristes ? Exactement, on a une mission de défense des intérêts, on est l'interlocuteur privilégié évidemment des pouvoirs publics, mais aussi des différents acteurs en fait, qui composent l'écosystème aujourd'hui autour des arts visuels. Et les arts visuels, c'est au sens large, puisqu'encore une fois, on parle du patrimoine avec l'art ancien, mais aussi l'art contemporain et des artistes aujourd'hui qui sont encore vivants et qui sont des créateurs. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails sur le paysage des galeries en France ? Combien de galeristes en France ? Alors c'est toujours un petit peu difficile parce que la définition même d'une galerie n'est pas forcément si évident. Nous, aujourd'hui, au comité, on considère représenter 80%, voire plus de 80% des galeries, ce qu'on appelle de promotion, c'est-à-dire des galeries qui vont défendre des artistes, qui vont, même s'ils sont morts, elles vont défendre une succession, une création, un courant, etc. Donc elles vont vraiment faire un travail de recherche, souvent très complémentaire des musées. Donc voilà, les galeries sont vraiment des acteurs aujourd'hui qui accompagnent la création d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Donc on représente toutes ces galeries-là. Évidemment, ensuite, il y a d'autres types de galeries qu'on va trouver à différents endroits, notamment en région. Des gens qui sont plus du côté de la brocante ou des gens qui vont promouvoir un art plus local, plus territorial. Mais aujourd'hui, les galeries d'art sont... nous, en tout cas, on représente des galeries qui, en effet, défendent des artistes qui rentrent dans les musées, qui vont beaucoup à l'étranger, qui s'exportent autant que possible. C'est à peu près cette population-là qu'on représente. Et en termes de poids sur le marché de l'art, ça représente combien de pourcentage à peu près ? Alors aujourd'hui, d'une manière générale, et d'ailleurs le rapport du marché de l'art de Clément-Macandreau vient de sortir, c'est un rapport qui est diffusé par Art Basel, qui sort tous les ans, et donc cette année il vient de sortir. Globalement aujourd'hui, le marché des galeries d'art est à peu près équivalent à celui des maisons de vente. Donc ça se joue toujours à quelques pourcentages, mais aujourd'hui, en France, on a à peu près autour de 2,1 milliards de chiffre d'affaires représentés par les galeries d'art. Et encore une fois, je parle vraiment de l'ensemble de tous les acteurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux enjeux quand même. En 2023, il y a les ventes en ligne, justement, il y a les maisons de vente aux enchères, il y a les galeries d'art qui font du second marché, il y a tout ça qui se croise un peu. Est-ce que le métier de galeriste a beaucoup évolué depuis ces 2 dernières années, ou peut-être 10 ans ? Oui, bien sûr. Alors d'abord parce qu'il y a eu l'arrivée des foires, qui sont aussi des acteurs aujourd'hui très importants et donc qui sont des partenaires à la fois des galeries, puisque les galeries sont clientes des foires. Bien sûr, les foires n'existeraient pas sans les galeries. Mais en même temps, nous aussi, on a besoin des foires pour se développer, pour aller chercher de nouveaux clients, pour vendre à l'étranger, etc. Donc il y a besoin de grands événements comme ça, de grands rendez-vous pour faire venir tout le monde en fait dans un même endroit sur quelques jours. Oui, pas que, mais bien sûr, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, c'est une forme de consommation et aussi parce qu'on a parfois le sentiment que c'est plus facile de franchir les portes d'une foire d'art contemporain ou d'art moderne plutôt que d'aller dans une galerie qui semble parfois un peu plus intimidante. Mais c'est pour ça aussi qu'on fait d'autres événements fédérateurs. Par exemple, à la fin du mois de mai, on va faire le Paris Galerie Weekend. C'est l'occasion justement d'accueillir le public dans les galeries, de leur ouvrir les portes bien grand et de leur montrer qu'on est là pour les accueillir toute l'année. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que les galeries sont des lieux qui sont gratuits, ouverts toute l'année, avec une programmation riche, puisque les galeries font en général en moyenne, on va dire 5-6 expositions par an. Donc quand on a, nous au comité par exemple, plus de 320 galeries, c'est déjà une programmation très riche et dense toute l'année. Parce que le rôle des foires va être particulièrement important, de plus en plus important pour les galeries. Il va être important pour toucher de nouveaux clients, pour rencontrer aussi des professionnels, puisque les professionnels se déplacent sur ce type d'événement, puisqu'ils ont c'est pour eux l'occasion de pouvoir
avoir beaucoup d'artistes et beaucoup de galeries au même moment. C'est souvent l'occasion de rencontrer ses clients de demain. Pas forcément des gens qui vont acheter tout de suite, mais qui ensuite avec qui on va pouvoir affiner un petit peu les œuvres qu'ils cherchent et de pouvoir leur proposer des choses par la suite. Un mot avant peut-être de passer à un sujet un peu plus fiscal sur le sujet, pour reprendre la question de Sybille, sur l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet, l'information à disposition finalement des collectionneurs. Est-ce que ça a changé le rôle du galeriste ? Je crois que c'est devenu... le numérique était complémentaire à notre activité. On fait encore une activité qui est très physique. Les gens viennent voir les œuvres, ils ont besoin de les voir en vrai. Mais bien sûr, les réseaux sociaux ont permis de toucher les gens partout, de pouvoir un petit peu élargir notre audience. Et j'espère toucher aussi un public plus large et qui sera nos acheteurs de demain, les amateurs de demain, etc. Alors, qui dit foire, dit vente à l'international, etc., dit TVA. On y arrive. On y arrive. Est-ce que vous pouvez nous dire, du coup, quel était le schéma actuel et vers quoi va tendre si le décret européen, dont on a vraiment beaucoup entendu parler il y a quelques semaines, va être amené à passer ? Alors déjà, il faut rappeler que les œuvres d'art, c'est un peu comme le livre. On considère que c'est un produit à part. Et donc, en effet, jusqu'à présent, ils bénéficiaient d'une TVA à taux réduit. C'est-à-dire que quand les galeries achètent une œuvre d'art à un artiste, s'il est assujetti à la TVA, on a une TVA réduite. Et si on importe des œuvres de l'étranger aussi, on bénéficie d'une TVA à taux réduit. Si on l'achète un artiste vivant ? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Non. Si on importe un Picasso, on va aussi payer une TVA à taux réduit. D'accord. Donc l'objectif était aussi de dire que quand on importe des biens culturels, c'est qu'on enrichit son patrimoine. Donc il y avait cette volonté, cette exception culturelle de dire qu'on ne se posait pas forcément la question que de la valeur, mais c'était aussi du patrimoine que cela apportait à la France. Donc jusqu'à présent, on bénéficiait de ce taux réduit. Et puis, les marchands utilisent un système qu'on appelle le système de la marge, c'est-à-dire qu'ils payent une TVA seulement sur la marge, donc sur la différence entre le prix où ils achètent et le prix où ils revendent. Donc on a une directive européenne une TVA qui, elle, était à 20%. Qui était à 20% oui, voilà. sur la marge, exactement. Et la directive européenne, qui donc a été votée à l'unanimité en avril 22, pose deux conditions. Elle demande à chaque État de choisir quelle TVA à taux réduit, quel objet va bénéficier d'une TVA à taux réduit. D'accord. Donc les œuvres d'art pourraient en bénéficier, jusque-là tout va bien, mais en revanche, elle empêche le cumul d'une TVA à taux réduit et de ce fameux système sur la marge. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Alors, on est sur une directive européenne. Il faut que la France la transpose. Elle l'applique dans la loi. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en discussion aujourd'hui avec le ministère de la Culture et Bercy pour trouver la meilleure solution pour ne pas venir bouleverser un marché de l'art qui va en France plutôt bien, plutôt mieux, qui avait ce taux de TVA plutôt compétitif et donc attractif. Et donc, on souhaite voir comment rester évidemment dans le cadre de cette directive, mais appliquer quelque chose pour le marché de l'art qui fonctionne. C'est pourquoi on demande à nos ministères d'appliquer dorénavant une TVA réduite à 5,5, mais sur 100% de la facture et non plus simplement sur la marge. Ce qui n'est même pas acquis. C'est-à-dire qu'en fait, les œuvres d'art se retrouvent en concurrence avec les livres ou la restauration, par exemple. Bien sûr, mais c'est surtout que, encore une fois, on veut aujourd'hui favoriser l'entrée des œuvres sur le territoire. Il faut savoir qu'une œuvre, si elle ne rentre pas par la France, elle va rentrer par un autre pays. Donc l'objectif, c'est que la France soit un peu la figure de proue de l'Europe. Qu'elle reste, puisqu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis le Brexit, depuis la sortie du Royaume-Uni, la France, c'est 50% du marché de l'art en Europe, parce qu'on a aujourd'hui ces conditions qui sont favorables, parce qu'on a une dynamique aujourd'hui qui est favorable. On l'a vu avec l'installation d'Art Basel, on l'a vu avec l'arrivée d'un certain nombre de galeries à Paris. Donc voilà, comment conserver cette dynamique finalement, et on doit le faire par la TVA. On se rend bien compte dans d'autres pays que, par exemple au Brésil ou au Japon, dans tous les pays, le marché de l'art est lié à sa TVA. Au Japon, par exemple, ils vont certainement supprimer toute TVA pendant les foires d'art, parce que c'est le seul moyen finalement de permettre une activité à l'international. Donc nos interlocuteurs politiques l'ont bien compris. Ils ont compris qu'on parlait d'attractivité, de compétitivité. Donc il fallait trouver des solutions qui ne soient pas en train de... Enfin, justement, de conserver un système finalement équivalent à celui d'aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien. Pour vous, ça serait vraiment des conséquences directes sur le marché de l'art français ?
Si cette TVA, si nous n'arrivons pas à cette transposition telle qu'on l'envisage, on sera obligé d'augmenter la TVA à l'importation, on sera obligé de sortir du système actuel. Les artistes devront facturer une TVA à 20%, donc il y aura forcément une répercussion. Soit les marges disparaissent, et donc évidemment c'est plus intéressant de vendre, soit on est obligé d'augmenter les prix. Et alors que le même produit finalement pourra être vendu par un concurrent étranger à un prix plus bas puisque la TVA sera plus basse. Il ne faut pas oublier que l'acheteur final, quand c'est un particulier, même quand c'est un musée, il ne récupère pas cette fameuse TVA, donc il la paye. Donc si elle augmente, il va payer plus cher. Et donc une manière de répondre à cette directive, qui soit quand même dans l'axe de la directive, c'est 5,5 à l'importation, à l'achat, et 5,5 ensuite à la vente, mais sans prendre en considération. Et sur 100% de la facture, et non plus simplement sur la marge. On a une idée du timing sur lequel, quand on sera fixé justement sur le sujet? Donc nous sommes en discussion actuellement avec les ministères. L'objectif est de trouver, de finaliser cette transposition dans le cadre du PLF, donc du projet de loi de finances 2024, qui sera donc discuté au Parlement à l'automne, et finalisé en toute fin d'année. Donc on devrait avoir des premières indications à l'automne et on verra effectivement en fin d'année si ça va dans le bon sens ou non. On avait jusqu'au 1er janvier 25 pour appliquer la directive, mais nos ministères ont bien compris l'intérêt d'avancer vite, de statuer vite et de ne pas fragiliser encore une fois un secteur qui est plutôt dynamique aujourd'hui. Et le gouvernement vous écoute et les échanges se passent bien. Sont riches et c'est toujours intéressant quand on parle de culture de pouvoir discuter à la fois avec le ministère de la Culture et à la fois avec Bercy, ce qui ne nous arrive pas tous les jours. Merci beaucoup Marion Papillon d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente du comité professionnel des galeries d'art, mais vous êtes également galeriste. Merci beaucoup. Merci également Sybilla Oudjane, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va porter sur la déclaration de vos revenus, puisque c'est aujourd'hui, jeudi 13 avril, que la déclaration 2023 portant sur les revenus perçus en 2022 s'ouvre. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment aborder sa déclaration de revenus le plus sereinement possible, mais aussi comprendre les changements ou évolutions à prendre en compte cette année. Ils sont peu nombreux, mais nous allons quand même tenter de vous donner quelques indications avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Donc ça y est, la déclaration des revenus s'ouvre cette année, une fois encore, avec quelques petites évolutions, quelques petites actualités qu'il faut bien avoir en tête avant de commencer à remplir sa déclaration. Je commence avec une première actualité qui n'a aucune incidence sur la manière dont on va déclarer ses revenus. C'est la fin de la redevance télé. Donc on n'aura plus à cocher ou à décocher la case. Voilà. C'est bon à savoir, même si ça n'aura pas d'incidence finalement sur la méthodologie de la déclaration de revenus. Est-ce qu'il y a d'autres actualités, peut-être un petit peu plus impliquantes pour les gens qui vont déclarer leurs revenus, à avoir en tête ? Alors cette année, il n'y a pas beaucoup d'actualités, comme vous l'avez justement précisé tout à l'heure. Alors pour en citer certaines, par exemple, les pourboires perçus en 2022 sont exonérés d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. D'accord. Dès lors qu'on gagne moins de 1,6 SMIC par mois. Il y a le plafond des exonérations pour tout ce qui est RTT qui passe à 7 500 €. Alors RTT qui n'aurait pas été posé mais qui aurait été payé par l'employeur, donc aurait été considéré comme un revenu, c'est ça ? C'est ça. Il y a aussi... Et donc, pardon, je précise, qui sont exonérés de fiscalité jusqu'à 7 500 € touchés en contrepartie finalement de ne pas avoir posé ces RTT. Exactement. Oui. Et c'est une limite qui est commune avec les heures supplémentaires ou complémentaires qui sont également exonérées à hauteur de 7 500 €. Donc c'est 7 500 € pour les heures supplémentaires et pour les RTT. Heures supplémentaires payées par l'employeur, effectivement, réalisées au titre de l'année 2022. Exactement. Alors, pour la partie crédit d'impôt, alors, une des nouveautés, c'est que pour tout ce qui est crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, désormais, il faudra préciser la nature du service rendu. D'accord. Il y a aussi le plafond d'exonération pour tout ce qui est frais de garde des enfants de moins de 6 ans qui passe à 3 500 €. D'accord. Et puis, petite nouveauté, alors là, qui vient un peu après, puisque jusqu'à présent, sur l'avis d'imposition,
apparaissait uniquement le taux moyen. Désormais, on verra aussi le taux marginal. D'accord. Donc, comme le barème de l'impôt sur le revenu est un barème progressif, on verra quel est le taux le plus élevé qui nous a été appliqué. D'accord, donc on aura un petit peu plus de détails sur la manière dont est appliqué le taux finalement d'imposition et les différents niveaux d'imposition auxquels on est confronté en fonction de ses revenus sur l'année 2022. Oui. Alors, et la principale nouveauté, alors qui ne concerne pas tant la déclaration de revenus, mais désormais les propriétaires de biens immobiliers vont devoir également jusqu'au 30 juin 2023 déclarer la nature des biens qu'ils possèdent. Oui, bien sûr, l'intégralité des biens immobiliers qu'ils possèdent. Voilà, qu'on soit propriétaire individuel ou qu'on soit en société, par exemple en SCI. D'accord. Il faudra déclarer, en fait, s'il s'agit d'une résidence principale, s'il s'agit d'un local loué. Et si jamais le local est loué, on devra préciser le nom du locataire, la durée de la location, donner un certain nombre de détails. Et ça, c'est important de le préciser parce que c'est aux propriétaires, alors propriétaires ou copropriétaires, de faire la démarche de déclarer avant le 30 juin tous les biens immobiliers pour lesquels il a une part de propriété pleine ou indivise. Ou s'il est usufruitier, effectivement. Alors la démarche... Sous peine de pénalité si ça n'est pas fait avant le 30 juin. 150 € par local. En cas d'omission, mais aussi en cas d'erreur. D'accord, oui. Donc c'est assez large. En fait, c'est assez simple. Il suffit de se rendre sur le site impôt.gouv dans son espace personnel, où il y a une partie consacrée aux biens immobiliers. Alors très souvent, c'est déjà pré-rempli. L'administration a déjà un certain nombre d'informations, bien sûr. Soit on les valide, soit on les modifie si besoin. Alors, je lisais avant cette émission qu'il y a quelques cas particuliers où lorsque on est face à un public qui n'a pas accès à Internet ou de personnes très âgées, on peut avoir des dérogations sur la date du 30 juin, mais c'est vérifié de très près, donc attention à ne pas trop vouloir effectivement jouer avec les dates. Donc ça, c'est les grandes évolutions à connaître. Alors, il y en a d'autres, évidemment, mais on a donné les principales, celles qui peuvent concerner le plus de monde. Aïda Kamoun, maintenant qu'on a vu les évolutions de cette déclaration de revenus, quand on veut aborder cette déclaration de revenus perçue en 2022, est-ce qu'il y a une méthodologie à rappeler, à avoir en tête, peut-être des bonnes pratiques à avoir en tête pour cette année et peut-être les années suivantes? Oui, alors... Une des choses à faire déjà, c'est de bien conserver tous les justificatifs qui ont permis d'établir la déclaration. D'accord. Parce que je vous rappelle qu'en matière fiscale, la prescription elle est de 3 ans. Donc pour les revenus 2022 jusqu'au 31 décembre 2025, l'administration fiscale pourra nous demander de justifier un certain nombre d'éléments qu'on a déclarés. Donc c'est important de les conserver. Donc il ne faut pas les garder que jusqu'à la fin de la déclaration de cette année. Gardez-les au moins 3 ans. C'est ça. Et ce qu'il faut aussi, c'est surtout bien vérifier les éléments qui ont été pré-remplis par l'administration fiscale. Le fait que ce soit pré-rempli et si jamais il y a une erreur, il faut absolument la corriger. D'accord. Parce que si vous validez cette erreur, en fait, l'administration fiscale considérera que c'est vous qui avez déclaré de cette manière-là. D'accord. Il faut absolument corriger et vérifier. C'est pas parce que c'est pré-rempli que c'est forcément juste. Non, il peut y avoir des erreurs. Dans un sens positif ou négatif. D'accord, oui. Il faut aussi ne pas hésiter à utiliser le simulateur qui est mis à la disposition sur le site impôt.gouv et qui permet d'arbitrer en fait sur un certain nombre de choses. Par exemple, lorsque on va faire une plus-value, ça va nous permettre d'arbitrer. Est-ce que c'est plus intéressant de rester au prélèvement forfaitaire unique de 30% ou d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Bien sûr. Et donc, il y a un simulateur sur le site qui permet de comprendre effectivement ce qui est le plus intéressant pour nous. Exactement. Alors, sur le simulateur, c'est assez simple. Il y a un certain nombre d'informations, peut-être la date de naissance à indiquer. D'accord. Et puis après, on indique les revenus et puis ça fait les calculs. Donc, ça permet de déterminer. Bien vérifier les éléments qui sont indiqués. Utiliser le simulateur. Est-ce qu'il y a d'autres conseils à donner Oui, ne pas hésiter surtout à laisser un commentaire en cas de doute. Bien sûr. Oui. Parfois, on peut se retrouver à hésiter entre une case et une autre ou hésiter sur un régime d'imposition applicable. Il y a la partie commentaire. Ça permet de justifier de sa bonne foi en cas d'erreur. Et l'administration fiscale répond d'ailleurs assez rapidement. Je faisais un petit sondage avant l'émission. L'administration fiscale est assez réactive dans la réponse qu'elle peut apporter. Alors, pas sur les commentaires forcément, mais effectivement, si on envoie des messages,
Elle est assez réactive, oui, effectivement. Voilà, donc ne pas hésiter à laisser un commentaire pour expliquer le choix qu'on a fait dans sa déclaration et montrer qu'on est de bonne foi, qu'on a peut-être fait une erreur, mais qu'au moins on a suivi un processus qui nous semblait juste en tout et pour tout lorsqu'on a fait sa déclaration. Oui, sachant que on peut toujours modifier sa déclaration de revenus. Enfin, toujours. Jusqu'à la date limite, on peut le modifier à souhait. Une fois que la date limite a expiré, va se réouvrir un service de correction entre début août et mi-décembre, qui va permettre de corriger l'erreur, même après la réception de l'avis d'imposition. Et une fois que ce service de correction s'achève, et ben, en fait, on pourra toujours, par la voie d'une réclamation, modifier également sa déclaration jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça veut dire que même si effectivement on a jusqu'au 31 décembre 2024 pour potentiellement ajouter des modifications, ça veut dire que n'hésitez pas à vous y prendre le plus tôt possible, vous pourrez modifier par la suite. Que ce soit déjà dans la durée, et dans la durée permise par pour la déclaration, et ensuite pour les différentes erreurs ou questionnements que vous pourriez avoir. De toute façon, c'est mieux de modifier tout de suite, parce que plus on modifie en amont, plus l'avis d'imposition collera à la réalité, et on n'a pas un système de remboursement ou de surplus à payer par la suite. Il n'y aura pas de surprise. Petite question à Aïda Kamoun, si je suis friand d'applications de vente en ligne entre particuliers, que ce soit d'applications ou de sites internet d'ailleurs qu'on ne citera pas ou qu'on peut citer, Le Bon Coin, Vinted ou d'autres, d'applications de vente entre particuliers, est-ce que je dois rentrer ça dans ma déclaration d'impôt, déclaration de revenus ? Alors, en principe, tous ces objets qu'on va vendre sur Internet ne sont pas imposables jusqu'à 5 000 euros. D'accord. 5 000 euros qui n'incluent pas les meubles blancs, électroménagers et les voitures. D'accord, ouais. Mais ces sites-là ont une obligation vis-à-vis de l'administration fiscale de lui indiquer, de lui communiquer tous les ans pour les utilisateurs un certain nombre de transactions lorsque ça dépasse 20 transactions par utilisateur, ou bien que la personne a encaissé plus de 3 000 euros. D'accord. Voilà. Donc si vous avez vendu les jouets de vos enfants, par exemple, sur Le Bon Coin, vous allez les voir réapparaître dans votre déclaration fiscale. Alors, si vous avez fait plus de 20 transactions. Oui. Moi, je l'ai vu l'année dernière sur une déclaration. Au moment où je le faisais pour un client, est apparue une mention indiquant que sur Le Bon Coin, il avait vendu 25 articles. D'accord. Pas forcément imposé dessus, ça dépend des montants, mais en tout cas, c'est mentionné. Et c'est mentionné. L'administration fiscale est au courant. Oui. Dernière question, Aïda Kamoun, sur cette déclaration des revenus perçus en 2022 au titre de l'imposition en 2023. Est-ce qu'il faut opter pour un taux commun lorsque l'on est un couple ou un taux individualisé? Est-ce que ça dépend des stratégies? Est-ce que c'est vrai que quand on a des revenus qui peuvent être très différents, on peut avoir l'impression que le taux commun va être une bonne idée, mais pas forcément pour les deux finalement? Déjà, petite précision, le taux individualisé ne concerne que les couples qui déclarent en commun. D'accord. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, comme vous l'avez justement dit, c'est une option. Alors, cette option est recommandée effectivement quand il y a une disparité au niveau des revenus du couple. L'idée, c'est que l'impôt, au final, sera exactement le même, que l'on soit sur le taux commun ou sur le taux individualisé, mais le membre du couple qui percevra le moins de revenus ne se retrouvera pas à payer une charge d'impôt trop importante par rapport à ce qu'il gagne. D'accord. Et donc, en fait, c'est simplement répartir la charge de l'impôt de manière différente au sein du couple, qui peut être intéressante, oui. Merci beaucoup Aïda Kamoun d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.